Bonjour tout le monde, mon nom est Annabelle Perron. Aujourd'hui, on est avec Christine Le Siège. Allô, ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le podcast du comité. Christine, en fait, on va te présenter tout d'abord responsable marketing pour Canada dans la compagnie Lacoste. C'est pas rien. Ancienne étudiante aussi du HEC. Puis en fait, aussi participante de notre comité dans lequel on est en ce moment. T'es passée avant nous. Tout d'abord, de où vient cet intérêt-là pour la mode? Premièrement, merci beaucoup à toi puis à tout le comité de m'avoir invité aujourd'hui. Comme ancienne du comité mode et affaires, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui, mais en tant que professionnelle puis invitée. Écoute, la mode, c'est quelque chose qui m'habite depuis vraiment longtemps. Je pense que vous aussi, qui faites partie du comité, c'est un intérêt que vous avez depuis que vous êtes toute jeune. Je sais que ça peut sonner cliché, mais je l'ai déjà entendu dans ce podcast-ci auparavant. Le film Le Diable s'habille en Prada. Oui. Je sais pas si c'est une passion de plusieurs personnes en studio, mais c'est vraiment... Ça a été un film qui, moi, est arrivé quand j'avais 11 ans, 12 ans. Ma sœur en avait 9 ou 10, puis on connaît les répliques presque par cœur. Ah, c'est vraiment un film coup de cœur. Puis maintenant, quand je le regarde aujourd'hui avec mon œil plus professionnel, il y a vraiment des scènes qui me rappellent mon quotidien aujourd'hui. Donc, je dirais le film Le Diable s'habille en Prada, ça a peut-être été mon introduction là, au milieu mode professionnel. Malgré que, bon, je suis pas non plus à New York dans un magazine... éditrice en chef et tout. Mais ça a été pas mal une des premières inspirations, toute jeune. Ensuite, tout ce qui est magazine, cool, fille d'aujourd'hui, découper les styles, les coller dans mon agenda, ça a toujours fait partie de mon primaire secondaire. Mais de là à dire d'en faire une carrière, je pense que c'est arrivé plus... vers l'université. OK. Rendu au HEC? Ouais, quand j'ai fait mon HEC, Montréal, on se parlait un peu avant, tu viens de Québec, t'es à Montréal pour HEC. Oui. Moi, je viens de Laval et j'ai habité à Montréal pendant mon HEC, mais mes parents payaient pas mon loyer, donc j'ai dû travailler pendant mes études pour payer mon loyer. Et j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle M0851. Oui. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette marque-là, une marque montréalaise qui travaille le cuir, les sacs, les vestes, les accessoires. Et pendant toutes mes études, j'ai été, dans le fond, vendeuse, assistante gérante chez M0851. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à faire des parallèles entre travailler dans le milieu de la mode et potentiellement mes apprentissages du HEC, faire les ponts entre commencer à diagnostiquer un peu l'entreprise, trouver mon intérêt là-dedans. Donc, je dirais que c'est là qu'il y a peut-être eu le côté un petit peu plus fibre professionnelle là, dans le milieu de la mode. Fun fact, si on a le temps pour une petite anecdote personnelle. Ben oui, on est là pour ça. C'est un podcast fait pour ça aussi. Quand j'ai gradué à HEC, puis je vous souhaite vraiment que vous ayez une graduation pour ceux qui graduent à HEC cette année, quand on a eu notre graduation qui était au Sepsum, by the way, j'espère que ceux qui ont gradué avec moi vont s'en rappeler. Après, dans le fond, la graduation, mes parents m'avaient organisé un petit apéro à la maison avec ma famille, quelques amis, mon chum de l'époque. Puis, quand on est arrivé pour faire le toast, ma mère avait sorti un devoir que j'avais fait peut-être 10-15 ans avant. Puis le devoir, c'était un devoir d'anglais qui demandait, what do you want to become like in life? Et j'avais marqué... que j'aimerais être soit businesswoman ou fashion designer. Aïe, aïe! C'était ça mes deux options. Puis là, ça se relie ensemble. Puis là, c'est exactement ça que je fais aujourd'hui, t'sais. Fait que des fois, dans la vie, tout est dans tout, puis finalement, ce que tu souhaites quand t'es un petit peu plus jeune finit par arriver. Donc, je te dirais que ça décrit un peu mon intérêt pour la mode là, en général, depuis que je suis toute petite, ouais. Je pense que ça suit quand même plusieurs personnes dans le comité aussi. On a la pulsion fashion en dedans de nous, mais le côté aussi gestion. Puis dis-moi, j'ai vu aussi que tu avais joué quand même du violoncelle pendant plusieurs années. Est-ce que, tu sais, comme on poserait la question à un sportif, la musique, elle apporte quoi, autant au niveau de la gestion, autant que la mode? Est-ce que tu vois des liens? Tellement de discipline, c'est fou. J'ai commencé le violoncelle quand j'avais 8 ans. Dans un programme qui était un peu comme on a sport-études pour les sportifs. Là, c'était musique-études pour les musiciens à l'École des Cèdres à Laval. Et on faisait
je dirais en moyenne 20 heures, là, peut-être, de musique par semaine. Pour quelqu'un qui a 8-9 ans, c'est gros. C'est quand même sérieux. Fait que c'est sûr que ça m'a amené de la discipline. À cet âge-là, j'avais pas encore assez de recul pour constater que oui, en effet, 20 heures par semaine, ça commence à être beaucoup, ça commence à être lourd, mais nous, on s'amusait là-dedans. Puis je pense que ça m'a appris vraiment, c'est ça, la rigueur, la pratique, l'autonomie, la discipline. Puis j'ai continué à faire du violoncelle aussi au secondaire, un peu au cégep. Puis maintenant, cet instrument-là, pour moi, ça représente vraiment une évasion. C'est plus... c'est pas nécessairement quelque chose que je fais professionnellement, mais ça va être un instrument que je vais jouer de temps à autre quand j'ai besoin de décompresser, quand j'ai besoin de vraiment prendre un moment de détente pour moi. Puis j'arrive à y trouver mon compte là, dans cet instrument-là maintenant. J'ai fait un peu d'enseignement aussi. C'est pas ma force. Faut savoir identifier ses forces et ses faiblesses. L'enseignement, c'est vraiment pas ma meilleure force là, pour le violoncelle, mais j'ai vraiment aimé tout l'apprentissage scolaire et personnel que j'ai fait avec cet instrument-là. Ça t'a donné la rigueur. Vraiment, tu sais, puis on s'en parlait un peu avant le podcast, tu sais, toi, je sais que t'es dans le mannequinat, tu sais, tu œuvres là-dedans et encore aujourd'hui, tu sais, j'imagine que ça t'a amené une rigueur similaire de devoir avoir des rendez-vous, tu sais, représenter des clients. Oui, c'est ça, devant des clients, où est-ce qu'à tous les jours, toutes sortes de contrats, c'est toujours différent à toutes les fois, là. C'est toi qui le représente, veux pas, tu sais, on te fait confiance. C'est ta propre marque, c'est spécial à dire, mais c'est un peu ça. Exactement. Puis, avec un autre côté, je pense, de tes dadas, tu as quand même beaucoup voyagé. Mm-hmm. Est-ce que côté inspiration, quand on parle de mode, ou est-ce que j'ai l'impression que c'est un petit peu un acquis qu'il faut avoir d'être ouvert vers les tendances mondiales? Est-ce que tu voyages pour ton intérêt personnel ou tu as un petit côté toujours de vouloir découvrir C'est tellement une bonne question. C'est une bonne question, puis ça me fait mal d'y répondre à cause de la pandémie parce que, tu sais, le voyage, ça semble tellement absurde en ce moment. J'étais au téléphone avec mon père l'autre jour, puis il me dit c'est quoi ta prochaine destination voyage? Puis tu sais, j'étais comme ouch. Papa, on peut même pas sortir de chez nous passer 8 heures là, comme j'ai de la misère à percevoir c'est quoi ma prochaine destination, mais tu sais, ça montre que c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Ça fait partie de toi. Pour répondre à ta question, c'est sûr que Montréal, c'est pas nécessairement la capitale de la mode à l'international. Tu sais, on a des gens super créatifs ici qui font des miracles avec presque rien. Puis je sens qu'on a une scène de la mode qui grandit. Puis un comité comme le vôtre, tu sais, a encore sa place, puis c'est encore pertinent. Puis justement, ça met en lumière des artistes d'ici. Mais on se cachera pas que New York, Paris, Londres, Milan, ça, c'est des vraies capitales de la mode. Fait que oui, par intérêt, peut-être d'aller plus proche de grands créateurs, plus proche de beauté, de grandiose. Oui, le voyage pourrait être basé là-dessus, mais aussi soif de découvrir, des couleurs, des différentes façons de vivre. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour moi et je pense de plus en plus que j'avance dans ma carrière professionnelle, de plus en plus que je veux sortir peut-être d'un moule trop établi. Je veux encore, apprendre des autres, apprendre d'autres cultures. Donc, le voyage, c'est très important pour moi et ça me manque énormément. Ça me rend nostalgique d'en parler en ce moment. On nous le souhaite. On nous le souhaite à tous, c'est sûr. Mais j'ai eu la chance, par exemple, dans le cadre de mon travail, de voyager aussi, par exemple, à Paris ou à New York. Puis vraiment, quand tu y vas, tu comprends. Avec la posture d'une marque internationale de mode, tu comprends. Vraiment, tu comprends l'ampleur qu'il y a dans une ville comme Paris, qui est une capitale de la mode, les fashion shows. Ouais, tu comprends vraiment, c'est une autre game. C'est vraiment une autre game. Mais sinon, voyager par intérêt, voyager avec des amis, de la famille, c'est l'idéal. C'est sûr que, mettons, dans mon année 2021, je vois pas comment tu pourrais y aller. Ce serait possible. Tu sais, je sais pas pour toi si t'avais des plans. Mais non, on s'en fait pas, puis au pire, on va être pris par surprise, puis on va être encore plus content. On est mieux de faire ça comme ça. Exactement, mais c'est ça. J'aimerais, tu sais, on avait un voyage prévu à l'automne avec des amis. Non. Je pense pas que ça va arriver. Non. Mais non, j'espère vraiment me souhaiter que ça puisse réarriver professionnellement. On te le souhaite. On te le souhaite. Puis si tu veux aller travailler aussi à l'international, ben encore plus. Les portes sont ouvertes. Vraiment, non, c'est pour ça. Ben ça m'apporte réellement à te demander concrètement, c'est quoi ton poste? Est-ce que c'est peut-être aussi abolir les certains préjugés ou encore le day-to-day qu'on pense que tu fais, mais qui n'est pas nécessairement réellement ce que toi, tu vis dans le concret. Comment tu nous décrirais ton poste? C'est tellement une question pertinente parce que, comme je suis en marketing,
ce qu'on comprend vite quand on embarque dans un emploi comme le marketing, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de procédure préétablie et que c'est vraiment un métier qui touche à tout. OK? Donc, si jamais il y a des étudiants qui écoutent le podcast ou qui se demandent un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, le marketing, c'est définitivement un milieu qui est créatif, autonome, touche à tout, versatile. Mon day-to-day chez Lacoste Canada, en tant que responsable marketing, c'est d'être la gardienne de la marque. En gros. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça que j'aime définir mon poste. Gardienne de la marque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon rôle, c'est qu'à tous les points de contact qu'un client ou qu'une audience pourrait avoir avec la marque, moi, je dois m'assurer que c'est conforme avec notre ADN, avec nos valeurs, où est-ce qu'on veut s'en aller, est-ce que ça nous représente bien? Donc, c'est un peu s'assurer que partout à travers le Canada, dans nos points de vente, en ligne, sur des campagnes qu'on pourrait produire, la marque est fidèle à la fois les attentes du consommateur et nos valeurs, notre identité de marque. Donc, il faut bien que tu la comprennes. Il faut bien que je la comprenne. J'aime souvent donner cet exemple-là. Une marque, c'est comme une personnalité. OK? Et tu disais tantôt que tu étais un peu ta propre marque quand tu fais du mannequinat. Tu sais, je vois beaucoup de parallèles. Par exemple, une marque, comme une personnalité, ça a un système de valeurs qui est fidèle. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as une de tes meilleures amies ou un de tes meilleurs amis qui a une certaine personnalité, toi, tu interagis avec cette personne-là parce que tu t'attends à un certain comportement de sa part. Absolument. Ça peut être la gentillesse, la générosité, peu importe la qualité. Si du jour au lendemain, ton ami décide ou soudainement change complètement d'attitude, devient méchant, devient bon... Tu vas te poser des questions, tu vas peut-être moins avoir de sentiment d'appartenance avec cette personne-là, puis tu risques peut-être de rompre cette amitié. Bref, ça t'appartient. C'est un peu la même chose pour les marques. Une marque, ça a un système de valeurs, ça a une identité propre, puis on rentre en contact avec notre clientèle parce qu'eux s'identifient à cette marque-là. Si du jour au lendemain, il y a une trop grosse disruption, ça peut amener notre clientèle à faire « Est-ce que je m'identifie encore à cette marque-là? » Puis Dieu sait qu'en 2021, il y a tellement de possibilités. L'abondance est là. La compétition, l'abondance. Donc, je pense que la façon dont je décrirais le mieux mon rôle, c'est ça. C'est de m'assurer que dans tous les points de vente, dans tous les points de contact, notre marque est stable, est à l'écoute de ses consommateurs, mais est aussi fidèle à notre ADN. Sinon, dans mon day-to-day, si c'est pas trop ennuyant... Oh non, c'est ce qu'on veut savoir. Mais oui, c'est ce qu'on veut savoir aussi. Je vais vous expliquer un peu les domaines auxquels je touche. Donc, en tant que responsable marketing, j'ai plusieurs grandes lignes. J'ai ce qu'on appelle du trade marketing. Donc, trade marketing, c'est quoi? C'est s'assurer de développer tous les points de vente. On peut penser à boutique, site e-commerce, outlet. Les développer, pourquoi? Pour assurer leur plein potentiel puis la valeur ajoutée que ces points de vente-là peuvent avoir avec la marque. Donc, on peut penser à, je sais pas moi, un affichage d'une nouvelle campagne de polo en boutique ou une promotion qu'on sait qui va satisfaire le consommateur à un certain moment de l'année, quelque chose comme ça. C'est gros, il y a beaucoup de médiums, là. Beaucoup de médiums. Ça, c'est du trade marketing. Je pense que c'est probablement ce dans quoi je me spécialise le plus ou ma force. Mais c'est aussi quelque chose qui est très en mouvance. Toujours, faut s'habituer aux nouvelles tendances. Et dont la pandémie en montre un très bon exemple. Oui, celle-là, c'est vraiment le meilleur exemple parce que comme nos points de vente étaient en majorité fermés en 2020, puis même encore à l'heure où on se parle en 2021, c'est clairement quelque chose qu'il faut adapter. Tu sais, comment on continue à interagir avec notre consommateur si le seul point de vente qu'on a, mettons, dans une ville est fermé, ça devient plus compliqué. Tu sais. Donc ça a été un gros défi en 2020, mais c'est aussi un super bel atout quand ça réouvre parce que tu recommences à avoir une certaine proximité. Donc, ça serait un premier exemple. Je touche aussi à tout ce qui est médias. Donc, on peut penser à de l'affichage média dans les rues. Si vous voyez, par exemple, un arrêt de bus avec une publicité Lacoste. Ou même à Christine. À moi. Ou même une bannière payante en ligne sur un site. Ça peut faire partie d'une initiative que moi, j'ai lancée. On a ce qu'on appelle le CRM aussi, qui est un superbe mot fourre-tout pour décrire, en gros, tout ce qui est relations clients. Donc, programme de fidélité, infolettres. Ça va être tout. Ça va aussi passer par mon bureau. Comment est-ce qu'on communique avec notre client, par exemple, par infolettre, quand tout le monde est chez soi, à la maison, en pandémie, tu sais. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. C'est comment est-ce qu'on communique avec un client qui est à la maison, peut-être en arrêt de travail,
c'est délicat. L'infolettre, c'est vraiment un lien direct avec notre base de données. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que le message qu'on offre à notre clientèle est adapté à la réalité, puis aussi à l'ADN de la marque. Et programme de fidélité aussi, qui est quelque chose qui est super intéressant. Le côté digital, j'y touche un peu, mais c'est pas nécessairement ma spécialité. Le marketing digital chez Lacoste est basé aux États-Unis. Donc, ce que je fais dans le fond, c'est que je coordonne tout ce qui est destiné à notre marché. Mais c'est pas moi qui est nécessairement en charge de ça. Et pour finir, un sujet que j'aime particulièrement, le PR. Donc, côté communicatif, le plus stratégique. Exactement. Donc, on peut penser à campagne d'influenceurs, relations de presse, si on a un article dans un magazine, si on a un éditorial dans le L. Tout ça, ça fait partie du département PR, qui est quelque chose chez Lacoste Canada que je m'approprie tranquillement puis que je commence à investir davantage. C'est sûr que pendant la dernière année, c'était pas, il n'y a pas eu d'événements. Non, c'est ça. C'était plus difficile de nécessairement en faire ma priorité, mais là, c'est vraiment quelque chose que je relance activement. En mode, tu sais, veux pas, ben, les médiums en ce moment, par exemple, de télécommunication, devaient orienter vers la priorité qui était plutôt la santé. Ouais. Donc, j'imagine aussi que dans la dernière année, vous avez eu moins de place, par exemple, pour vous afficher puis montrer des nouveautés parce que... Oui, puis tu sais, je le dis pas, mettons, en victime de comme... On n'a pas eu la place qui nous... mais ça arrive à plusieurs industries en ce moment. Exact, tu sais, c'est normal de dire... Dans une certaine période, dans un certain contexte, on n'est pas la priorité. Non. T'sais, un polo, ça reste un polo. On sauve pas des vies en ce moment. Donc, d'essayer soit d'adapter la façon dont on communique à notre client, soit la fréquence, le message qu'on veut envoyer. Est-ce que... Par exemple, pendant l'année 2020, on a fait un partenariat avec la Croix-Rouge où on avait fait un polo spécial. Je ne l'ai pas porté aujourd'hui, mais j'y avais pensé pour ceux qui regardent en visuel. C'était un polo qu'on avait fait avec un cœur rouge autour du crocodile brodé qui venait en soutien, dans le fond, à tous ces travailleurs-là qui ont... C'est bien pensé. Qui, eux, leur année a été vraiment... particulière. Mais donc, c'est ça, vraiment d'adapter le message, d'adapter comment on communique, c'est, je pense, la base, et de trouver des différentes façons de le faire. Et donc, pour moi, en tant que responsable marketing, ça serait ça mes leviers. Donc, le trade marketing, le CRM, le média, le PR. Puis dans tout ça, c'est de trouver un équilibre, de trouver sa façon de faire, ça vraiment? touche. Puis, un agenda assez chargé aussi. Un agenda assez chargé. C'est sûr que pour n'importe qui voudrait, je pense, aller en marketing, on a tous un intérêt on a tous quelque chose qu'on préfère faire. Puis c'est bien de l'assumer aussi, mais je suis quand même contente. Faut être touche à tout. Je suis quand même contente, d'avoir été touche à tout. Ça donne des outils, ça t'apprend à parler le langage du métier. Donc, ouais. Mais bravo, en tout cas, pour ton si jeune âge, d'avoir tout ça dans la poche. Quand on veut communiquer dans différents médiums comme ça, c'est quoi le mot d'ordre quand tu te dis, OK, attends, là, il faut que je revienne. Lacoste, on le communique comment? C'est qui? C'est quoi cette marque-là? On veut donner des messages qui sont différents, mais en même temps, on veut toujours que Lacoste reste le même parce que tu es un peu comme la police de la marque. Il faut que ça reste la même chose. Est-ce qu'il y a des valeurs en particulier qui sont indéniables ou un espèce de mot de positionnement que vous utilisez souvent? C'est une bonne question. Lacoste, c'est une marque qui a beaucoup d'histoire. C'est une marque qui a plus que 85 ans. Quand même, là. C'est une marque française à la base, européenne, avec son propre système de valeurs qui est très authentique. Si vous voulez que je fasse peut-être un petit un historique, je veux pas que ça devienne comme un cours d'histoire de Lacoste. Mais, non. C'est important de comprendre de où ça vient puis pourquoi est-ce que vous en êtes là aujourd'hui. Tellement, puis... Il y a souvent des marques qui peut-être se cherchent une identité ou ce qui est super le fun avec Lacoste pour moi de travailler avec une marque comme ça, c'est que c'est tellement riche en système de valeurs, en identité propre, en histoire à raconter que j'ai même, mon travail est quasiment déjà fait. Là. J'ai juste besoin de le partager. Mais Lacoste, c'est ça. C'est une marque qui a plus que 85 ans. Son fondateur, René Lacoste, qui a donné son nom à la marque, était un joueur de tennis à l'époque. Là, on parle années 20-30 en France. Là. Un super bon joueur de tennis qui a gagné plusieurs grands chelems. Puis lui, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé dans sa carrière? C'est que à un certain moment, il est devenu de plus en plus performant. Puis à l'époque, les joueurs de tennis, peut-être que je t'enverrai une photo après le podcast, mais
il était habillé pour jouer, là, ça avait aucun bon sens. C'était genre des chemises manches longues, des pantalons longs. Lourd, là, de lourdeur. Quasiment s'il y avait pas un veston par-dessus, puis il jouait, tu sais, sur le court de tennis habillé comme ça. Fait que, un moment donné, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est comme, moi, j'ai besoin de libérer le mouvement, puis j'étouffe. Fait qu'il a coupé les manches de sa chemise pour pouvoir justement libérer le mouvement, être un meilleur joueur. Et puis, c'est un peu comme ça qu'il a inventé le polo. La catégorie polo. C'était pas quelque chose qui s'était vu avant sur un court de tennis. Puis ça a été tellement populaire que ça en est suivi la fondation de l'entreprise. Et puis, ben pour le logo, à l'époque, son surnom à René Lacoste, c'était l'alligator. Ah, bien, voilà. Et donc, pour affirmer son surnom, il l'a brodé sur un de ses chemise polo. Et puis, c'est ça qui est devenu, dans le fond, le logo de la marque. Et à l'époque, c'était la première fois qu'on voyait un logo de marque affiché sur un vêtement de sport. Là, on parle vraiment des années 30. C'était caché, là. C'était pas quelque chose qui était affiché, tu sais, pourtant, maintenant, de nos jours, on veut l'afficher partout. Mais c'est fou parce que maintenant, tu regardes des défilés, c'est comme des logos oversize. C'est vraiment rendu quelque chose qui, tu sais, tu t'affirmes à travers ça. Mais donc, c'est comme ça que la marque a commencé. Fait que dans notre système de valeurs, t'as polo, évidemment, tennis, qui fait vraiment partie de notre ADN, mais aussi golf, parce que autant de par la famille de René Lacoste, qui avait beaucoup de golfeurs, mais aussi par le polo en tant que tel, qui est une étiquette vestimentaire du golf aussi. C'est polyvalent dans les deux sports, parce que quand même, c'est obligatoire quand on joue au golf. J'imagine qu'ils se sont associés rapidement dans ce sport-là. Tennis et golf, définitivement. Je dirais l'élégance française, même si c'est pas nécessairement une valeur... je veux dire, c'est une marque internationale, right? Fait que c'est pas quelque chose qu'on en est fier, mais ça parle pas nécessairement à tout le monde. C'est quelque chose qui est vrai. C'est une élégance française. C'est une marque qui a été fondée en Europe. Donc, il y a ce côté un peu qui parle à une clientèle qui était à la recherche de cette élégance-là particulière, historique, authentique. Ça, c'est vraiment nos valeurs historiques, mais de plus en plus qu'on avance avec la marque, évidemment, on a un souci de s'adapter à la modernité. Je te dirais que parmi nos valeurs à l'heure actuelle, c'est définitivement la créativité. Sortir de la boîte, là, essayer de penser en dehors de qu'est-ce qu'une marque quand même, je dirais pas haut de gamme, mais premium. Oui, c'est ça, premium. Parce que là, haut de gamme, haute couture, on n'embarque pas dans ce côté-là, mais il faut essayer de se différencier parce que la concurrence est féroce. Là. Tout à fait. Tu sais, créativité pour justement se différencier puis un peu sortir d'un moule peut-être trop précis, arriver à surprendre notre consommateur aussi. On a une devise, entre autres, qui place l'élégance comme valeur au-dessus des différences. Pour connecter toutes les cultures. On est une marque qui a la chance de parler à beaucoup de gens, de tout horizon. On a autant des plus jeunes que des plus vieux qui portent la marque. C'est vraiment... J'ai la chance, en tout cas, de pas souvent avoir de conflits entre un client type. Non, j'ai des collections qui vont à une certaine clientèle type. On peut s'imaginer lesquelles, mais... j'ai vraiment la chance d'avoir une clientèle absolument diversifiée. Puis ça, on veut le mettre en lumière, puis on veut le mettre en avant. Puis c'est toujours quelque chose que la marque a bien représenté. Donc ça fait partie de nos valeurs contemporaines définitivement. Donc je dirais que Lacoste, c'est ça. En gros, c'est cette belle machine historique. Vraiment? Évidemment, tournée autour du polo, qui, on se le cachera pas, est notre... Tu me voles ma question, c'est exactement ça. Je me dis, le plus vendu. Comment le polo peut rester aussi fidèle sans... Où est-ce que je peux voir une photo de mes parents, où est-ce qu'il y en avait un, puis moi aujourd'hui qui porte le polo, puis je me dis, mais c'est toujours un peu le même qui est vendu. Comment est-ce qu'on arrive à... Parce que vous en avez des belles collections limitées, où est-ce que, il est cropped up un peu, ou oversized, où est-ce que le crocodile va être vraiment large ou texturé. On fait le parallèle entre une collection qui est peut-être... à court terme, par rapport à des polos qui se vendent à plus long terme, où est-ce qu'on garde le modèle? Comment on décide de faire ça? C'est une tellement bonne question. Ça fait partie de nos priorités. Le polo, c'est un des produits le plus vendus. C'est le first one qu'il faut miser. Comme j'ai pas amené de chiffres aujourd'hui avec moi, mais sans aucun doute, le produit le plus vendu. On a toutes sortes de couleurs de polo. On a des manches longues, des manches courtes, différentes silhouettes, hommes, femmes, enfants, name it. Unisexe, on a tout. Comment on fait pour rendre le polo désirable quand c'est un produit qu'on fait depuis 85 ans? Très bonne question. Comment tu disais,
par exemple, tes parents pourraient avoir un polo, toi, t'en as un. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est autant désirable pour l'un et l'autre? Puis qu'on le porte pas de la même manière. Puis que si moi, je l'ai, c'est pas, OK, ça vient du garde-robe de ta mère. Mais non, parce qu'on n'a pas choisi le même, mais c'est associé à la marque de la même façon. Tu sais, quand on voit quelqu'un avec le polo Lacoste, il est pas remplaçable, mais c'est spécial de dire depuis autant d'années. C'est une pièce classique, c'est une pièce intemporelle. C'est une de mes préférées. Comment on le rend au goût du jour? Je te dirais, il y a 2 choses qui me frappent. Un, la façon dont on travaille la désirabilité. On peut penser à des ambassadeurs de marque, par exemple, des campagnes avec ce produit fort-là où on les met dans les mains de gens qui représentent exactement ce qu'on veut avec le polo. Par exemple, quand on a Bella Hadid qui ouvre le fashion show l'année passée puis qui met une photo après sur Instagram avec son polo. C'est dire je suis fidèle. C'est désirable. C'est dire qu'on est fidèle puis on touche exactement une clientèle qui est plus jeune, qui est peut-être plus trend savvy, à l'affût des tendances. Donc, ça, je dirais, c'est vraiment travailler la désirabilité, avoir des campagnes de polo avec des ambassadeurs qui parlent à une clientèle, qui se renouvelle aussi. Une autre façon, je te dirais, c'est travailler le produit. Donc, le polo, ça reste la catégorie polo, mais il y a plusieurs façons. Tu l'as très bien dit, crop, oversize, différents matériaux. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup animer. À peu près chaque année que j'ai été chez Lacoste, ça fait bientôt 4 ans, on avait une nouvelle invention polo pour revoir cette catégorie-là. Il y en a 2 qui m'ont vraiment marqué. Une qui s'appelait le Paris Polo. C'était le nom du polo. Vrai? Et c'était un polo qui était donc très ton sur ton. Donc, habituellement, le polo, si par exemple, aujourd'hui, j'avais un polo blanc, ça serait polo blanc avec le crocodile vert, qui est notre logo. Là, on avait fait un polo qui était complètement ton sur ton. Donc, le logo... Oui, on les a vus quand même beaucoup, ceux-là. Ils ont quand même beaucoup sorti. Exact. Puis, on cachait aussi la boutonnière au niveau du col pour faire une espèce de petit rabat. Un côté très élégant, très chic, qui peut être porté en dessous d'un veston, quelque chose d'un petit peu plus subtil. Mais ça peut s'adresser très bien à monsieur, madame, tout le monde qui a déjà acheté son polo classique en je ne sais combien de couleurs, qui veut peut-être un peu de changement. Un autre des polos qu'on va sortir cette année, puis on enregistre le podcast aujourd'hui, il n'est pas encore sorti, mais il le sera quand le podcast sera diffusé. C'est une initiative qui s'appelle le Loop Polo. OK. Donc, je suis vraiment fière, vraiment contente. T'as participé? Pas tout à fait. Je vais surtout participer à la médiatisation de ce polo-là. Toute la mise, après ça, comment est-ce qu'on le communique de la meilleure façon? La commercialisation aussi en boutique ou en point de vente. Mais je fais pas partie de l'équipe, mettons, qui a élaboré ce polo-là. Mais j'en suis la porte-parole aujourd'hui. Si vous voulez, je peux vous expliquer. Ben oui. Le Loop Polo, c'est quoi? C'est un polo qui est créé à partir de 30% de fibres de coton recyclé. Quand même! Et ce coton recyclé-là provient de polos qui ont été soit invendus, soit en surplus. Hey, mais c'est bon. C'est ce qu'on appelle une production circulaire. Donc, par exemple, j'ai un surplus de polos, que ce soit, par exemple, parce qu'il y avait un petit défaut, donc on ne pouvait pas le vendre en boutique ou un invendu, qui, lui, va se retrouver dans notre chaîne de production. Donc, on va mixer cette fibre de polo-là à 30% avec le 70% de coton vierge. Puis, on va recréer un tout nouveau polo fait à partir de coton recyclé. Donc, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait quand même un côté très unique. Pas, tu sais, parfait, mais... Ce qu'on veut donner comme message, c'est c'est important en 2021. Mais je pense qu'on était rendu là. Oui, quand tu es un leader de l'industrie du textile, tu te dois d'avoir une responsabilité. Une responsabilité environnementale. Nous, je viens pas ici pour faire la morale à la personne. Ça fait partie quand même de vos valeurs. Premières initiatives puis de nos valeurs, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Puis je pense que l'objectif de Lacoste avec ça, c'est à la fois de, entrer dans la modernité, être dans notre temps, aussi parler à une clientèle qui le réclame. Je pense que de plus en plus le consommateur achète ses produits puis envoie un message aussi à la marque en disant moi c'est important pour moi, puis en espérant que ça devienne aussi un exemple à suivre là, pour d'autres leaders de une l'industrie. habitude, parce que je pense que un coup, votre approvisionnement, justement, puis votre chaîne de production, elle est adaptée, là, c'est facile de dire, je rentrais, pourquoi pas tel produit? Pourquoi est-ce que je fabriquerais pas mes sacs à main de cette manière-là? Exact. Et après ça, là, vous pouvez partir. Puis non plus, c'est pas d'oublier les gens qui sont peut-être pas nécessairement des adeptes, mais d'aller les rejoindre avec cette initiative-là, l'intégralité. Puis
c'est un premier pas. On commence avec la catégorie qu'on est le plus expert ou le plus familier, le polo. Mais qui sait qu'est-ce que ça peut donner dans quelques années. Donc, ouais, je te dirais, pour répondre à la question initiale qui était comment est-ce qu'on fait pour se réinventer, je pense que ça serait une des... Puis je dis réinventer, c'est vraiment pas un mot que j'apprécie. Je trouve qu'on l'a beaucoup entendu cette année, mais plutôt s'adapter à une clientèle qui rajeunit, qui a d'autres demandes. Pour rester actuel. Rester actuel. C'est un peu aussi de pas... Tu sais, moi, en tout cas, je ne sens pas ça, d'essayer d'utiliser beaucoup le rétro-marketing où est-ce qu'on va aller chercher la pièce disant on est nostalgique, malgré le fait que c'est un polo qui est là depuis longtemps. Ouais. Je ressens pas nécessairement que faut que toutes les campagnes soient fixées là-dessus, mais de dire, OK, il y a encore d'actualité, ouais. OK, quand même. Qui est encore désirable. Ouais, on parle encore de ce produit-là qui a presque 100 ans. Ben c'est ça. Puis ça, c'est drôle parce que ça me fait penser exactement à la publicité qu'on parlait. J'ai eu comme un chouchou sur celle-là, mais vous avez fait une collaboration avec Urbania, qui est relativement très moderne dans le journalisme, dans son intégralité, là, que ça passe juste par leur site Internet, le montage vidéo. Ensuite de ça, vous mixez avec Golf Wang et Lacoste. Où est-ce que je veux vraiment, pour les auditeurs, ceux qui vont pouvoir... on mettra le lien, là, parce qu'il faut que vous ayez voir l'article qu'ils ont fait. Je vais essayer de vous le décrire de façon verbale avant. Mais vraiment, là, c'est des personnes d'un certain âge, mannequins, où est-ce qu'ils ont des poses vraiment, je dirais, de gymnastique sur un terrain de golf avec un côté très artistique dans la photo. Tu sais, par exemple, le fond sera pas droit. Un homme d'un certain âge assis super relax dans la mare à côté du trou de golf. Là, c'est comme, pourquoi est-ce qu'on fait ce trio-là de collab qu'on va avec Urbania? Ouais, ça c'était. Je suis super contente que tu parles de cette campagne-là parce que je pense, si c'est pas top 3, c'est peut-être ma campagne préférée sur laquelle j'ai travaillé depuis que je suis chez Lacoste. Ben, bravo, je suis super contente que ça t'ait parlé. Puis ça répond un peu au mandat initial. Ça fait changement, là. Ça fait changement. Si tu veux, je t'explique un peu l'historique de cette campagne-là. C'est le fun aussi parce que je suis pas à l'origine de toutes les campagnes chez Lacoste. On s'entend que c'est une marque internationale. Il y en a beaucoup. Je suis pas au bureau à Paris pour faire toutes les campagnes, mais celle-là en particulier, j'étais dans l'équipe créatrice, fait que je suis vraiment super contente d'en parler. Juste avant, est-ce que ça, tu l'as fait avec des gens dans d'autres pays ou c'était pour Canada? Canada seulement. Okay. C'était vraiment une initiative locale. Puis dans mon rôle de responsable marketing pour Lacoste Canada, il y a une partie qui est prendre des campagnes internationales puis les présenter à mon marché en essayant de les adapter pour que ça parle le plus à la clientèle. Mais une autre partie qui est créer du contenu local. Qui parle, ça, c'est trippant. Ça, c'est la partie que je préfère. Et donc, pour cette campagne-là qui s'appelle « Jeune à jamais », on avait, dans le fond, un objectif qui était de mettre en lumière la collection Golf Le Fleur, donc, qui vient de l'artiste Talu the Creator. Donc, qui c'est Talu the Creator? C'est un artiste super multidisciplinaire, rappeur, directeur, producteur, super hétéroclite, qui lui a une marque de vêtements qui s'appelle Golf ou Golf Wang, comme tu l'as dit, et une autre marque qui s'appelle Golf Le Fleur qui sert à faire des collaborations avec, on peut penser à Converse, Vans ou Lacoste à l'été 2019. Et notre mandat, c'était de commercialiser cette capsule-là. Mais je porte un des sweaters pour ceux qui regardent le podcast aujourd'hui. On comprend qu'on n'est pas nécessairement dans une pièce Lacoste conventionnelle. Il y a des couleurs un peu pastel, de la texture. On est un peu décalé. Un look un peu... Elle l'assume, là, tu sais, elle le porte, puis ça, tu sais, ça passe ou ça casse. je me trouve quand même nouille, là, parce qu'en fait, j'ai même pas remarqué que c'était Lacoste, puis pourtant, tu l'as depuis tantôt, mais c'est comme si, justement, ça sort complètement du cadre, là. Exactement. Mais on affirme quand même, Lacoste est là. Exactement. Ça reste proche de notre ADN, tu sais. Dans la campagne de cette collaboration-là, c'était toute mise en scène sur un terrain de tennis, look années 80, donc on reste dans les valeurs de Lacoste, mais on nous pousse un peu en disant, bon, on a des couleurs juxtaposées, genre bleu, vert, blanc, avec du rose, du brun. Est-ce qu'on est sûr que ça va fonctionner? Non, on verra. On a une clientèle peut-être qui est là pour ça. Moi, je suis là, je trippe, mais comment est-ce que je le communique à nos consommateurs? Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'aimerais ça faire un partenariat média avec un magazine pour créer du contenu en local. C'était pour le partager ou c'était pour avoir des articles avec un propos autre ou d'opinion? Peu, plutôt pour le partager, mais comme...
Tyler the Creator, qui est l'artiste à la base de Golf le Fleur, puis qui a vraiment été impliqué dans le processus créatif de la collection, est un rappeur et issu du milieu culturel. Je me suis dit, j'aimerais ça aller vers un magazine culturel. Okay. Je fais des partenariats avec des magazines de mode à l'année longue. Là, je pense que pour cette collection-là, on a vraiment une opportunité d'y aller avec l'angle culturel. Première rencontre avec Urbania, Romain, Harold de l'équipe, on fait un premier brainstorm. Je leur donne mon mandat qui est de mettre en lumière cette collection-là, mais on s'entend que dans ma perspective de la collection, je me dis ça fit avec Gen Z, genre 18-30 ans max, vraiment niche. Je m'attends à ça comme propos. Ils reviennent avec une première idée créative. On part sur une ligne qui est complètement disruptive, complètement à l'inverse. Le fun commence, là. Oui, c'est ça. Le fun, comme tu dis, le fun commence. Le concept, c'est jeune à jamais. On prend des personnes un peu plus âgées, mais qui, de cœur, sont restés jeunes, qui ont encore un propos à dire, qui sont encore super pertinents, puis qui sont funky, qui ont du fun dans la vie, puis qui sont vraiment là pour nous montrer que l'âge, c'est juste un chiffre. T'sais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait penser qu'ils sont versus ce qu'ils sont réellement. Et donc, on a fait un concept, comme tu l'as dit, sur un terrain de golf où on a mis en scène 3 personnes. Faut vraiment que vous ayez voir. C'est magnifique, là. Il y a Robin qui, lui, est dans un collectif hip-hop avec son fils qui est Snail Kid de Dead Obies. Donc, on est vraiment dans un background très hip-hop, mais cinquantenaire. Donc, tu sais, ça clash un peu. On a Grace, qui est une mannequin sur Instagram. Si vous la suivez pas, je vous conseille vraiment sa page. Je pense qu'elle est rendue à plus que 500 000 abonnés maintenant. Puis, elle ose, elle assume son âge, elle assume qui elle est, mais elle porte des vêtements magnifiques, elle a des poses super intéressantes. Donc, elle, on a réussi à l'avoir pour le shoot. Elle faisait partie des 3 profils qu'on a sélectionnés. Et puis, André, mon coup de cœur, qui a presque 90 ans, puis qui met sa jambe, tu sais, comme à 2 pouces de son visage, patineur depuis les dernières années, qui pratique le patin. Bref, on met en scène ces 3 personnes-là sur un terrain de golf de façon un peu deuxième degré ironique, c'est-à-dire, ben oui, à cet âge-là, ce que tu fais, c'est tu vas jouer au golf puis tu profites de ton été, mais eux le font d'une différente façon, en portant les vêtements le résultat est là. De Golf le Fleur. Donc, tout ça a donné l'article Jeune à jamais, qui a été un de mes coups de cœur, oui, de cette année-là, puis encore de ma jeune carrière professionnelle. Sois-en fière. Merci. Vraiment, non, c'est un super de beau résultat. Puis même le look aussi, côté fini, côté photographie, est très doux. Tu sais, il n'y a rien de trop contraste. Rien de trop provoquant. Ouais. Tu sais, on voulait pas aller là-dedans avec quelque chose de trop... ben, tiens, ça, c'est ce qu'on pense être la collection ou la... Non, on est allé vraiment dans quelque chose de doux qui fait du bien, on dirait, tu sais, de les voir s'assumer pleinement dans cette collection-là, qui est pas nécessairement destinée à eux d'emblée, mais qui les porte tellement bien. Super bien, là. Puis, ça me fait rire que tu parles de la photographie parce que William, qui était le photographe pour ce shoot-là, a reçu un prix... Je pense que c'était ADC Awards l'année dernière pour cette campagne-là. Fait que c'est juste venu boucler la boucle. C'est comme un super beau projet, une super équipe, une collection qui en valait la peine. Puis moi, ça a vraiment été un beau coup de cœur professionnel. Puis ça m'a encouragée par la suite à dire, OK, on a une marque qui a un historique très fort, faut le respecter. Mais parfois, c'est payant d'oser un peu puis de montrer une autre facette de notre marque. Puis, tu sais, t'en parles aujourd'hui, clairement, ça te ah oui, vraiment, marqué. Vraiment. J'ai dit, mais mon doux, ça me surprend de la coche. Je veux dire, mettons, j'aurais pas vu le logo, j'aurais dit, mais bon, c'est surprenant quand même de eux. Mais je te souhaite d'avoir d'autres réussites comme ça puis de les faire valoir. Vraiment, je suis déçue parce qu'on n'a pas plus de temps. C'est déjà fini? Ça passe trop vite. Je suis vraiment déçue. J'aurais aimé ça t'en poser 3, 4, 5, 6 des campagnes comme ça. Je te souhaite d'en avoir d'autres parce que vraiment, ben c'est un beau défi que tu relèves avec brio quand même. Merci. C'est une entreprise sur laquelle on a de la pression de dire on continue dans la bonne direction pour les années à suivre. Moi, j'ai envie de te dire, pour terminer, de te demander c'est quoi ton défi côté carrière pour les prochaines années? C'est une bonne question. C'est sûr que tout le côté s'adapter au monde dans lequel on vit, monde très digital, monde en évolution, une génération
très jeune, très connectée. Ça va faire partie de mes défis en termes de communication. Comment amener une expérience intéressante en point de vente? Comment amener à ce que les gens se déplacent encore en magasin pour venir obtenir... Ça, on va le voir là, dans les prochains temps, si les gens vont reprendre l'habitude ou vont la délaisser quand même plus. Exactement. C'est quoi la valeur ajoutée encore de me déplacer dans les années à venir? Comment rester pertinent, légitime en communiquant à propos d'une marque? Ça va faire partie de mes défis. Rien de très nouveau, mais quand même en évolution. Puis oui, j'espère que si jamais il y a des étudiants qui regardent le podcast aujourd'hui, vraiment qu'ils se rendent compte que déjà, le marketing de mode à Montréal, c'est accessible. C'est plein de défis. C'est ouvert à toutes sortes de profils. Puis j'espère vraiment que ça va pousser les gens à vouloir... aussi faire le pas vers cette industrie-là. Donc, assurément, tu nous as transmis ta passion puis ta vibe là, qu'on a envie d'embarquer. Mais je te dis vraiment merci. Merci à vous aussi d'avoir été là avec nous. Avant de finir le podcast, que je te coupe tout de suite, j'ai amené un petit cadeau pour le comité. Parce que c'est mignon! On n'en a pas trop parlé, mais j'ai fait partie moi-même du comité mode et affaires. Puis je sais à quel point... votre travail est pertinent puis que c'est parfois difficile de convaincre des professionnels de venir, de parler de leur expérience et tout. Puis votre comité a tellement bien grandi. On était 7 quand j'étais dans mon année. Yes! Donc là, je pense que vous êtes plus qu'une vingtaine. On en est 23, là. Voilà. Donc, je vous ai amené chacun un petit masque Lacoste pour vous protéger pendant la pandémie. Je vous les donnerai après, on les désinfectera. Merci. Ben, c'est super gentil. Ben, sur ce, je m'en vais essayer mon masque. Et puis, je te souhaite bonne continuité. J'ai très hâte de voir la suite. Merci des apprentissages aussi. Puis nous, on se dit, à la prochaine. Bye!